Succès Masra, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans. Vous êtes président du Parti des Transformateurs, un mouvement politique devenu parti en 2018. Vous êtes surtout l'un des leaders en devenir du continent africain, dont le mouvement ou dont le parti est très actif au Tchad, et notamment qui s'est fait remarquer par les manifestations qu'il a organisées pendant la période de transition après la mort d'Idriss Déby il y a un peu plus d'un an. Votre parti, votre mouvement a payé un lourd tribut dans ces manifestations. Quelle est la situation politique un an après la mort de feu le président Déby? Nous sommes au carrefour. Le Tchad est au carrefour et cherche sa voie et veut le retour, ou du moins l'arrivée réelle de la démocratie et de l'installation des leaders serviteurs, parce que c'est ça l'avenir du Tchad. Mais vous avez raison, c'est ça l'avenir, je crois, de toute cette génération qui aspire à autre chose dans l'espace Sahel, où vous entendez des mouvements ici et là, qui revendiquent des dirigeants serviteurs qui ont des résultats dans leur vie. Et donc notre pays est dans cette période transitoire qui doit conduire très rapidement à des élections, à l'issue de laquelle la gente qui est au pouvoir actuellement, comme elle s'y est engagée, doit transmettre le pouvoir à une équipe élue. Une transition à laquelle vous étiez opposé parce que le principe constitutionnel n'avait pas été respecté. À laquelle nous n'étions pas simplement opposés. Nous sommes des transformateurs dont nous proposons des solutions. Le schéma que nous avons proposé, c'est le schéma qui a été adoubé par la communauté internationale initialement au Mali. Nous avions proposé une transition non pas militaire simplement, mais une transition civilo-militaire, avec à la tête un président civil, un vice-président chargé des questions militaires. Et à l'époque, nous avions dit d'ailleurs que nous n'avions aucun problème à ce que mon jeune frère, le général Mahamat, le fils du président Déby, puisse assumer les fonctions de vice-président chargé des questions militaires. C'est ce que la France, l'Union africaine, les États-Unis, les pays partenaires de l'espace Sahel ont approuvé au Mali. C'est ce que nous avions proposé au Tchad. Bon, ça n'a pas été entendu très vite, mais ceci étant, nous avions dit que nous suggérions plutôt que nous allions rapidement au dialogue pour qu'à l'issue du dialogue, nous organisons une transition qui permettra à tout le monde d'être inclus et à la fin, ceux qui gèrent la transition, ne pouvant être juges et partis, vont transmettre le pouvoir à ceux qui seront élus. Alors, nous ne sommes pas encore au dialogue politique à proprement parler, qui doit commencer le 10 mai, mais il y a un processus, un pré-dialogue qui a été voulu par les autorités de transition avec les acteurs, ce qu'on appelle politico-militaires, en fin de compte, qui sont les groupes armés ou groupes rebelles, dont certains avaient des bases arrières ou ont des bases arrières à l'étranger. Ce dialogue se passe à Doha, au Qatar. Avant de vous demander vos impressions sur ce qui se passe actuellement, est-ce que le choix du Qatar, selon vous, est justifié? N'importe lequel des pays qui vient au chevet d'un autre pays qui est malade, c'est comme un médecin qui à un moment donné a besoin d'un autre médecin. Donc que le Qatar ait offert ses services en soi, ça aurait pu être un autre pays. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de pays qui se bousculaient à la porte? Là est la question. Par contre, ce qui est important, c'est que tout le monde doit être associé. Ce que j'appelle, je préfère d'ailleurs le terme politico-armé. Parce que quand on dit politico-militaire, on donne l'impression aux gens que les militaires ont le droit de faire la politique. Non. Les militaires, leur rôle, c'est d'assurer la sécurité. Donc c'est politico-armé, des gens qui s'occupent des questions, en tout cas ils sont intéressés par les enjeux politiques, mais qui ont choisi la voie armée. Nous avons choisi la voie démocratique sur le terrain. Et donc, je crois que l'important, c'est qu'on aboutisse à quelque chose qui viendra s'inclure dans ce dialogue qui doit être unique. Il n'y a pas plusieurs dialogues. Et ça doit nous permettre d'y arriver. Nous avons mis sur la table des conditions qui sont aussi des conditions de notre pré-dialogue aussi. On va y revenir. Mais ce pré-dialogue avec les acteurs politico-militaires ou politico-armés, comme vous les appelez, patine actuellement. Il y a au moins plusieurs groupes qui ont suspendu leur participation, notamment le FACT et le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République. Oui. Vous savez, ce qu'il nous faut, ceci est valable pour ce qui se passe à Doha, mais ça doit être aussi valable pour ce qui va se passer au Tchad, lorsque les conditions seront réunies pour tout le monde. C'est la sincérité, la bonne foi et la vérité. C'est à l'autel de ces trois éléments, qui sont les trois, je vais dire, pieds d'un seul tabouret, qu'il nous faut nous rendre. Le Tchad a organisé un dialogue de cette nature
Conférence nationale souveraine en 93, en 2018 et en 2020. Pourquoi on a jeté les conclusions de tout cela? Parce que la bonne foi et la sincérité ont manqué. Donc c'est à l'aune de cela, ça piétine, vous l'avez bien dit, parce que derrière, il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi. Et donc ils ont encore le temps de se rattraper, j'espère. C'est ce que vous semblez sous-entendre. Quelles sont les intentions du pouvoir, selon vous, à travers ces phases de dialogue, pré-dialogue, dialogue qui doit s'ouvrir le 10 mai? Il y a des vieux réflexes. Des gens qui ont conduit le président Déby à sa mort, qui veulent, par leur manœuvre, conduire le jeune frère Mahamad encore à sa mort, qui lui disent qu'il faut racheter des consciences. Il faut acheter des gens, donner de l'argent, offrir des postes et ce serait suffisant. Suffisant pour quoi? Suffisant pour continuer comme avant. D'accord. Voilà. Et donc pour se présenter. Voilà. Et donc c'est pour cela que je dis de la manière la plus nette, s'il prend ce chemin, il va finir par la même porte que le président Déby. Et je ne lui souhaite pas. Et je dis aussi de la manière la plus solennelle à tous ceux-là qui tirent les ficelles derrière, d'arrêter ce jeu-là, parce que ça ne nous conduira nulle part. Ce que les Tchadiens veulent, la seule manière d'évaluer la réussite de la transition, c'est si à la fin de cette transition, l'équipe qui gère la transition de manière, en tout cas, décidée par elle-même, c'est-à-dire les militaires, transmettront le pouvoir à une équipe qui sera élue à l'issue d'une élection à laquelle ceux qui gèrent la transition, parce qu'il ne peut pas être jugé, parti, arbitre et joueur, il ne peut pas être candidat. C'est ça qui va permettre au Tchad de faire ce qui n'a jamais eu lieu au Tchad, c'est-à-dire la transmission démocratique du pouvoir. C'est ça à quoi nous nous préparons, c'est l'aspiration de notre peuple. Est-ce que ça veut dire que votre parti serait prêt à participer au dialogue à partir du moment où le président de la transition démissionne pour se préparer à une échéance, à l'échéance électorale présidentielle? Il s'est engagé à gérer la transition et à laisser le pouvoir à l'issue de la transition. Nous voulons lui faire confiance là-dessus. Mais parce que nous sommes habitués dans ce pays à ce que même des choses écrites ne soient pas respectées, nous avons demandé un minimum, c'est que cela soit acté de manière écrite. C'est une condition de confiance. Il s'agit simplement de dire par écrit ce qui est dit oralement. Il s'est engagé là-dessus. Il dit qu'il n'est pas candidat, ce qui est normal parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Et ensuite, tout ce qui gère la transition ne peut pas être jugé parti. Il faut de l'objectivité pour organiser de manière sereine les élections. Et nous allons non seulement participer, mais contribuer. Nous avons dit ça dès le premier jour, que nous voulons non seulement co-gérer la transition, co-contribuer à la transition pour aboutir à quelque chose de clair pour tout le monde. Certains Tchadiens défendables, en tout cas honorables, peuvent choisir de gérer la transition, c'est leur droit. Nous autres avons choisi de nous positionner pour la suite de la transition. Mais il n'empêche qu'en tant qu'acteur majeur du pays, en tant que transformateur, en tant que coordination des actions citoyennes, Wakitam, qui est la plus grande plateforme que nous avons créée, avec beaucoup d'autres acteurs, le groupe de l'appel du 1er juin, le groupe de concertation de la diaspora, nous sommes comme ça nombreux à exiger ces conditions qui sont des conditions de confiance pour notre participation, parce que nous ne nous excluons pas et nous n'accepterons pas non plus d'être exclus, mais parce que nous avons tiré les leçons de pourquoi le Tchad, 60 ans plus tard, n'a pas eu une constitution, n'a pas organisé une transmission démocratique du pouvoir. Le moment est venu et pour nous, c'est la dernière chance qui s'offre à notre pays pour dessiner les contours d'un nouveau Tchad dans lequel tout le monde aura sa place. Et je dis aussi une chose qui est très importante pour la suite. Moi, je rassure tous les militaires, ceux qui gèrent la transition actuelle, tous les officiers de notre armée, que le Tchad dont nous avons besoin demain, c'est un Tchad sur ses deux jambes, où la question sécuritaire, qui est la première jambe, doit être assurée avec responsabilité, non pas seulement pour nous, mais aussi pour l'espace Sahel, mais aussi un Tchad dont la deuxième jambe oubliée, la jambe de développement, capable de créer les opportunités pour ces 200 000 qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque année. Il y a des millions de Tchadiens qui n'ont pas de perspectives. Nous devons leur offrir ces perspectives. Donc, le monde a été habitué à un Tchad unijambiste. Nous voulons préparer pour le monde un Tchad sur ses deux jambes qui sera robuste sur tous les enjeux. Et donc, personne ne doit avoir peur et j'aurai besoin de tous ces militaires pour que demain, nous continuions à transformer nos forces de défense et sécurité pour être efficaces sur les questions sécuritaires, mais en même temps efficaces sur les questions de développement. Et l'un va alimenter l'autre. Donc, c'est le Tchad sur ces deux jambes que nous proposons au monde. Vous êtes en tournée régionale de sensibilisation, de discussion. Vous étiez récemment à Abidjan. Vous avez rencontré les 3 derniers présidents de la République ivoirienne. Vous étiez au Togo aussi récemment. Vous êtes aujourd'hui à Paris. Le lien sécuritaire entre la France et le Tchad, il n'y a plus besoin de le rappeler, il est très, très tenu. Pensez-vous que Paris a encore de l'influence sur les transitions politiques en Afrique et notamment au Tchad? Paris a mouillé le maillot, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, au début de cette transition,
qui s'est amorcé au Tchad. Pour valider la transition. Oui, et pour adouber en quelque sorte le président de la transition. Oui, pour le dire, le 20 avril, une phrase a été commencée, mais je crois qu'elle a été terminée sur le perron de l'Élysée, où le président Macron a rappelé qu'il ne soutiendra pas un plan de succession dynastique, qu'il plaidera pour que la démocratie soit au rendez-vous et qu'il y ait le retour à travers une élection démocratique incontestable. C'est sur ça qu'ils se sont engagés. Ma tournée me permet de rencontrer les autorités françaises. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas varié sur cela. Et donc, c'est sur cela que le peuple tchadien les attend. Parce que Paris s'est invité, et à juste titre, dans la discussion. Elle ne peut pas reculer sans nous avoir aidés jusqu'à la fin. Et donc, ce que moi je dis, évidemment, aussi à mes amis français, en tant qu'amis de la France, formés en partie en France, c'est qu'on ne peut plus regarder le Tchad 3.0 ou l'Afrique 3.0 avec les loupes du XXe siècle. Je le dis d'autant plus que je suis le petit-fils de ces tirailleurs tchadiens qui ont aidé à la libération de Paris. J'ai été formé dans la même école que 5 présidents français, y compris le président Macron. J'appartiens à cette génération, oui, j'appartiens à cette génération décomplexée, mais qui est capable de travailler avec tout le monde, mais sur des bases qui sont des bases défendables pour les uns et les autres. Ce que je dis donc à la France, c'est qu'elle n'a pas à choisir entre ses intérêts et ses valeurs. Elle peut défendre les deux. Et nous, population tchadienne, population du Sahel, population africaine, évidemment, ces peuples-là ont besoin de quoi? De liberté. Ont besoin de quoi? De fraternité, d'égalité, d'opportunité. Ces valeurs qui sont tellement importantes pour la France, qu'elles sont gravées dans la devise de la France, ce sont des valeurs universelles. Et donc, l'avenir, ça se construira avec ces générations-là qui croient dans quoi? Dans deux choses. La démocratie, le leadership serviteur, qui sont en réalité des jumeaux et des jumelles, si je peux me permettre. Et donc, j'ai l'impression que c'est sur cette ligne-là que Paris, mais aussi derrière l'Union africaine, les démocraties seniors, et c'est à l'aune de cela qu'ils sont attendus pour que le pouvoir revienne à la fin à une équipe élue par les Tchadiens eux-mêmes pour la suite de la... Est-ce que ce modèle démocratique n'est pas challengé, très contesté en ce moment? Quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays de la région, où il y a eu un retour des coups d'État, et puis aussi quand on voit les offres alternatives de partenariats ou parrainages politiques qui sont offerts notamment par la Russie, qui fait son retour sur le continent africain avec une influence politico-militaire et médiatique très importante. Vous savez, les coups d'État peuvent être plutôt l'expression du symptôme. Parfois pour dire que les solutions antérieures, les gens n'étaient pas d'accord avec, mais ça ne veut pas dire l'applaudissement des solutions nouvelles qui arrivent. Vous voyez, l'avenir du continent africain, c'est dans la démocratie et le leadership serviteur. Même si vous êtes élu, si vous n'avez pas de résultats sur les deux jambes que je venais de vous dire, eh bien, vous n'avez pas la possibilité d'être adoubé par votre peuple. C'est pour ça que d'ailleurs la démocratie doit permettre même un mécanisme d'évaluation à mi-parcours. Parce que ce n'est pas parce que vous avez été élu en amont que pendant tout votre mandat, vous n'avez pas de résultats et vous pouvez continuer à rester. Vous voyez, dans certaines démocraties, on prévoit même des processus d'impeachment, d'évaluation à mi-parcours, de renouvellement, par exemple, de l'Assemblée nationale à mi-parcours, etc. Donc nous devons améliorer la démocratie parce que, comme le dirait quelqu'un, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Il n'y a pas de raison que ce qui n'est pas défendable ailleurs puisse être défendable et justifiable sur sol africain. Et donc, c'est ce message-là que des mouvements comme les transformateurs, qui sont des mouvements portés par un esprit qui est l'esprit de ceux qui veulent avoir des résultats, qui ne sont pas dans une démarche d'opposition ou de diagnostic, mais plutôt de proposition et de solution. Parce qu'il s'agit de faire quoi finalement? De libérer les énergies de la transformation de notre continent, avec des solutions concrètes. Comme des médecins au chevet des pays malades, nous faisons les diagnostics et nous proposons des solutions sur tous les aspects sécuritaires, développement, les deux jambes. C'est ça, mon intuition sur l'avenir dont ces peuples-là ont besoin. Moi qui ai travaillé dans des institutions de développement, qui a eu la chance de sillonner l'Afrique avant de m'engager en politique dans mon pays, je sais que c'est par là que nous pouvons passer, quelque part un peu du désert à l'énergie pour libérer les énergies de transformation de nos pays. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, succès. Merci à vous. Merci à vous.